Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous préférer sur Espace TV, c'est l'heure de 22h, donc voici les principales articulations. 274 millions de francophones autour d'une même date, ce 20 mars, pour célébrer cet outil linguistique, la langue française. La Guinée n'a pas dérogé à la règle, vous le verrez dans cette édition d'information. Plus de 2500 Guinéens rapatriés de la Libye seulement en 2016, 1500 autres attendent dans les prisons libyennes. Nous parlerons du phénomène de l'immigration dans cette édition d'information. En Somalie, le nouveau président a décrété l'état de catastrophe nationale en raison de la grave sécheresse qui ravage son pays. Les pays qui ont en partage la langue française ont célébré ce lundi 20 mars la journée internationale de la francophonie, une occasion annuelle pour célébrer cet outil linguistique qui est aussi un pont entre plusieurs communautés variées et diversifiées. Cette année, l'événement coïncide à la 22e édition de la semaine de la langue française, une occasion pour faire de la réflexion autour des valeurs qui unissent, mais aussi les défis à relever au sein de la francophonie. Explication d'Ibrilba, Ibrahima Souba. Ce 20 mars marque la 22e édition de la Semaine de la francophonie, une journée placée sur une simple thématique mais symbolique. J'aime, je partage. Ce jeu de mots met la langue de Molière à l'honneur. Certains, au-delà de cette valeur, considèrent le français comme un véritable outil de communication. La francophonie doit constituer un milieu, un environnement de développement, un environnement de partage d'expériences, un environnement de partage d'idées et d'objectifs. Évidemment, les pays réunis dans l'espace francophone développent de nombreuses idées qui, aux yeux de certains observateurs, tardent à se concrétiser. Pourtant, face aux défis de la mondialisation, la langue française se taille discrètement une place importante parmi les autres langues. Nous voyons aujourd'hui dans les conférences internationales, le plus souvent c'est l'anglais. Donc c'est à nous aussi de relever ce défi. Chacun exprime son souhait pour la langue. Les propositions au plus haut niveau de l'instance consistent à l'organisation des activités comme des festivals, des concours de mots et des spectacles. Ceci semble insuffisant pour Keïta. Il faut que des projets bancables, des projets fiables soient proposés par la francophonie dans nos différents pays. Ce qui va empêcher les jeunes de se livrer au départ massif pour l'Occident. Le français est partagé par plus de 270 millions de personnes dans le monde, la cinquième la plus parlée sur la planète et la seule avec l'anglais à l'être sur les 5 continents. À marge de la 5e édition de l'Africa CEO Forum, où la Guinée prend une part active, le Premier ministre Mamadi Youla a eu des discussions avec le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, une offensive qui s'inscrit essentiellement dans le cadre du renforcement de la coopération entre ces institutions et la Guinée. Les explications de Malik Sangiana Kamara. Au cours de la première audience avec Roberto Azevedo, fraîchement réélu pour un mandat de 4 ans à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, le chef du gouvernement a tout d'abord tenu à féliciter l'entrée en vigueur de l'accord sur la facilitation des échanges avant de saluer la tenue prochaine de la 11e conférence ministérielle. Cette conférence devra se tenir du 11 au 14 décembre 2017 à Buenos Aires, en Argentine. Il y a aussi des projets spécifiques, comme le projet pour le développement de la filière mangue en Guinée, sur lequel nous travaillons avec l'OMC. Là aussi, ce projet est très avancé, les installations sont réalisées, mais il y a encore certains aspects pour poursuivre et faire en sorte que ce projet soit porteur, qu'il puisse atteindre les objectifs, c'est-à-dire qu'on puisse amener nos mangues sur le marché international. Les deux hommes ont ensuite échangé sur la politique commerciale et la politique agricole en termes de sécurité alimentaire, de la promotion des cultures, des rentes et des exportations, de la place des femmes dans ces programmes et son impact dans le programme de la réduction de la pauvreté. On a parlé par exemple des thèmes d'intérêt, comme les règles d'origine, la facilitation des prestations de services, qui sont les thèmes qui seront discutés à Buenos Aires.
Mais on a aussi discuté des possibilités de coopération bilatérale, par exemple au niveau de coopération technique pour le développement de la production de fruits, par exemple de la mangue, c'était quelque chose qu'on a spécifiquement parlé. Le Premier ministre Yula n'a pas manqué d'aborder la question du programme d'appui au développement et à la promotion de la filière mangue pro-défiment, du café, des diamants, de l'ananas, du petit piment en Guinée. Début de la semaine du numérique ce lundi, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique en collaboration avec l'Agence de promotion des investissements privés contribue à la mise en place d'un écosystème dynamique du numérique. Cette deuxième édition se tient en prélude au sommet Face de Gorilla et de Miss Geek qui se tiendra bientôt à Kigali, c'est au Rwanda. Mariam Nabé, Mohamed Aloussen Kamara pour les détails. Le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique en collaboration avec l'Agence de promotion des investissements privés vient de lancer la Semaine du numérique. Celle-ci est un ensemble d'activités dédiées à la détection de talents, à l'innovation et au développement d'écosystèmes entrepreneuriaux dans le numérique. C'est d'abord de sensibiliser la jeunesse guinéenne, les hommes et les femmes, quant au potentiel qu'ils ont, quant à la créativité qu'ils ont, quant à la possibilité qui leur est offerte de s'affirmer, de venir présenter ce qu'ils ont comme trouvailles, de venir mettre à compétition leurs idées, leurs projets et de l'ouverture que nous leur faisons pour ce qui est de l'exposition à des forums au niveau africain, au niveau mondial. Pendant cette semaine seront organisées des activités pour le start-up et le public, des Innovation Days et des conférences-débats autour des thèmes variés. Nous avons voulu organiser cette semaine un peu plus tôt pour en même temps nous préparer à participer au sommet Transform Africa qui se tient à Kigali du 10 au 12 mai dans le cadre de l'Alliance Smart Africa. L'alliance dans laquelle la République de Guinée a en charge le volet interconnectivité de tous les pays africains. Il y a un autre baptisé Face de Gorillaz Guinée qui s'intéresse aux entreprises. À l'issue des compétitions qui seront organisées à Kigali, que des jeunes entrepreneurs guinéens, que des entreprises guinéennes, que des start-up de la Guinée viennent avec des prix, avec des trophées. Au-delà des prix et des trophées, que ces entreprises ou que ces personnes saisissent l'opportunité de ce sommet pour rencontrer des entrepreneurs, pour rencontrer des multinationales, pour nouer des relations de partenariat afin de constituer le fondement même de l'économie de cet écosystème des TIC dans notre pays. Découverte, partage, innovation et entrepreneuriat sont les mots-clés de la deuxième édition de la Semaine du numérique. Créer un pont entre les enseignants et le monde du numérique, tel est l'objectif que l'association EduCetera s'est assigné. Une formation s'est tenue ce lundi en vue notamment de permettre aux enseignants-chercheurs en situation de classe d'avoir une bonne maîtrise des outils, des techniques de l'information et de la communication. À terme, les bénéficiaires seront mieux outillés pour la conception des cours interactifs. Mohamed Valectoré, Ibrahim Assouma. Après la réalisation de la première phase du projet en janvier 2016, cette deuxième phase va permettre aux enseignants-chercheurs en situation de classe d'avoir la maîtrise et l'utilisation des outils, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Il s'agit de doter le système éducatif guinéen en général et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en particulier d'outils nouveaux pour l'amélioration de la qualité et de la construction des compétences. En effet, le recours aux technologies de l'information et de la communication doit permettre de rénover et de démocratiser l'enseignement et de former les jeunes à de nouveaux métiers. Au cours de cette série de formations, des thèmes comme la création du réseau de recherche et d'échanges scientifiques seront abordés. Les enseignants pourront concrètement bénéficier des moyens pour constituer des réseaux professionnels pour mieux échanger dans le cadre de la planification scientifique. En janvier 2015, EduCetera a signé un partenariat avec l'UNESCO pour le projet EduEnseignement qui s'est tenu en janvier 2016 en Guinée. Il a constitué et a formé 40 enseignants venus des principales universités publiques du pays. Nous pensons qu'avec la formation
à l'utilisation des TIC, nous pouvons ensemble créer la pédagogie 2.0 de l'éducation en Guinée. Notre souhait, mes collègues de l'Éducateur et de moi-même, c'est de faire en sorte que ce soit vous les enseignants qui définissiez à travers les réalités du pays comment nous devons concevoir l'éducation. Depuis 2015, EduCetera a créé un noyau pilote de 10 enseignants-chercheurs qui ont la charge de la démultiplication de la formation sur le plan national. Sur un tout autre plan, affaire KPC Tierno Mamadouba, le politicien a répondu ce matin à la convocation de l'homme d'affaires Kerfala Personne Camara à la direction centrale de la police judiciaire. Il est accusé de chantage et d'escroquerie. Ce lundi, Tierno Mamadouba était donc à la première phase interrogatoire à la police judiciaire de Kaloum en présence de son avocat, Abdourahmane Ba Yakuba Traoré. Tierno Mamadouba s'est rendu à la direction centrale de la police judiciaire. Accompagné de quelques amis et militants, le politicien était venu répondre à la plainte du PDG de la société Guico-Presse. KPC l'accuse de chantage et diffamation, une accusation que son avocat trouve infondée. Eh bien, il est poursuivi pour diffamation et chantage. Il a rejeté en bloc ces informations, ces accusations, qui ne lui ressemblent pas. Et il a voulu prodiguer un conseil, il a voulu sauvegarder des relations d'antan, et finalement, ce sont bienfaits qui se retournent contre lui. Depuis quelques semaines maintenant, des sites d'information parlent de 500 millions de francs guinéens que le politicien aurait demandé pour dissiper une vidéo sextape de l'homme d'affaires. Pour le représentant judiciaire de l'ancien journaliste, c'est lui qui devait porter plainte pour diffamation. En principe, c'est lui qui devait porter plainte parce que c'est lui qui a été diffamé, c'est lui qui a été calomnié, c'est lui qui a été jeté en pâture. Mais on s'est précipité, on a pris le devant parce qu'on se croit à une certaine loge. On croit qu'on peut ravager, on peut massacrer, on peut broyer tout ce qu'on trouve sur le chemin. Malgré que cette procédure ne convient pas à son avocat, ils espèrent une impartialité de la justice. Mais heureusement que la justice est là, heureusement que la vérité est là. Et mon client tient à ce que son honneur et sa dignité soient lavés de ces accusations fortuites, infondées et malsaines, malheureusement, qu'on lui attribue. Du 20 au 26 mars, 30 personnes issues de plusieurs structures africaines échangeront sur le leadership et la prévention des conflits. C'est le Centre européen d'appui électoral qui accorde cette formation aux acteurs africains. Mamadou Sadio Baldé et Yakuba Traoré pour les explications. Ils sont venus de la société civile, de la sécurité, des médias, du Sénégal et de la RD Congo. Au cours des échanges, ils vont aborder toutes les questions de leadership dans un système électoral. Des tensions en période électorale, la Guinée en a connu, d'où la nécessité de cette formation. La période électorale, c'est quand même une période absolument intéressante qui est très très sensible. Donc le Centre européen d'appui électoral a cru devoir rééditer l'expérience qu'elle avait déjà réalisée en Guinée en matière de renforcement des capacités des acteurs électoraux dans d'autres formations comme le Bridge. Et donc pendant une semaine, des discussions intéressantes auront lieu ici sur comment gérer les crises électorales. Inculquer les attitudes d'un leader dans une situation complexe est la mission de ce formateur français. Comment les acteurs, les principaux acteurs, font preuve de leadership dans des situations un peu plus complexes d'un processus électoral. Et puis nous abordons tout ce qui est la thématique de la prévention, de la gestion des conflits électoraux, sachant que les conflits électoraux sont très complexes de par leurs sources, leur forme, les acteurs qui sont impliqués. Donc on aborde toutes ces thématiques pour à peu près mettre en place des mécanismes qui permettent de mieux appréhender la gestion des conflits électoraux. Les participants mesurent la portée de la mission. Après la formation, ils doivent effectuer une mission de restitution dans les 33 préfectures. Mais avant, ils ont besoin de cet exercice. Parce que nous relevons tous de différentes structures et le leadership, il ne se décrète pas. Et le leadership, il se construit. Donc il faut déjà être capable de pouvoir intégrer certains aspects, certaines ficelles
du management, certaines ficelles de la gestion des hommes et des ressources. Et donc cette formation, j'en suis persuadé, va contribuer à nous renforcer dans ce domaine. Et l'autre aspect de cette formation, bien évidemment, c'est la prévention des conflits. Et puis un Sénégalais et un Congolais participent à cette rencontre d'échange. Talibé Bari parle d'une riche expérience entre deux pays dont la vie politique est diamétralement opposée. Oui, le Sénégal, c'est un modèle. Il y a eu plusieurs alternances dans ce pays parce que l'un des problèmes en Afrique, c'est que c'est l'accaparement du pouvoir par des hommes et des clans. Et quand il y a un pays qui a connu 2 ou 3 alternances, c'est déjà absolument instructif pour la Guinée et pour d'autres pays. Et maintenant, quand à côté, on nous envoie également un de la RD Congo qui est dans une spirale de violence, dans une situation de guerre civile rampante, je pense que ces deux invités sauront chacun à leur manière nous faire bénéficier de leur expérience parce que un pays en crise et un pays en stabilité, tout cela réuni en termes de restitution d'expérience, ça nous permet de mieux nous planifier, de mieux nous organiser à faire face aux échéances électorales qui viennent. Intéressons-nous à présent au phénomène de l'immigration clandestine. Tenez, plus de 2500 Guinéens ont été rapatriés de la Libye depuis l'année 2016. Plus de 1500 autres croupissent dans les géoles libyennes en attendant d'être renvoyés en Guinée. C'est ce qui ressort d'une interview que nous a accordé le directeur national des affaires humanitaires. Il a également précisé qu'un fonds d'aide retour volontaire est disponible, mais qui ne semble pas motiver les jeunes. Alseni Bari, El Haj Aliouba. Les débarquements des Guinéens venus de la Libye n'en finissent plus. La plupart d'entre eux ne savent ni lire ni écrire et n'ont appris aucun métier. Une fois au pays, l'OIM et le Service national des affaires humanitaires tentent de leur venir en aide à travers un fonds. Avec OIM, nous développons des projets générateurs de revenus. Ces projets de générateurs de revenus les permettent de s'insérer, de faire un processus d'insertion. Et ça les permet, n'est-ce pas, à les décourager de retourner. Ces mesures ne semblent pas les motiver. Bon nombre d'entre eux, dont l'âge varie entre 15 à 20 ans, retentent l'aventure à la moindre occasion. Et le dernier arrivage, là, j'ai rencontré un migrant que j'avais reçu antérieurement. Je l'ai reçu antérieurement à Conakry et il a été profilé, le transport lui a été remis, il a dit qu'il partait à Zérékoré. Et parmi ce convoi-là, je l'ai retrouvé dedans. La situation de ces immigrés est chaotique. Si l'on assiste à des dizaines d'arrivées, des milliers d'autres croupissent dans les géoles libyennes attendant d'être rapatriés. Jusqu'au mardi passé, nous étions à 2780. 2780. Jusqu'au bout. S'ajoute maintenant 98. Mais comment vaincre le mal si le projet d'aide au retour volontaire ne motive plus? Le directeur national des affaires humanitaires invite à la sensibilisation des parents qui, selon lui, sont les premiers précurseurs et au démantèlement des réseaux de passeurs installés à travers le pays. Et puis ce public reportage, gratter et gagner, c'est la campagne lancée par Vivo Énergie dans toutes les stations Shell. Des clients qui ont cru ont participé. Ce lundi donc, c'était le tirage pour départager les heureux gagnants des tablettes, des smartphones aux cartes Liberta. Ce sont des cadeaux que 20 clients de Vivo Énergie ont décrochés. Les responsables reviennent sur la procédure et les gagnants s'expriment après le tirage. Mamadou Saliouba, Alseni Kamara. La campagne s'appelle Gratter et gagner. Depuis le 8 mars, Vivo Énergie, dans le but de fidéliser sa clientèle, a prévu des cadeaux suivant leur niveau de consommation en carburant ou lubrifiant. Les 20 clients présélectionnés ont gratté des cartes avant de découvrir eux-mêmes le cadeau mentionné. Tout client qui fait un achat au minimum de 20 litres de carburant ou 4 litres de lubrifiant a le droit de gagner une carte à gratter. Et sur les cartes à gratter, le client peut avoir la chance de gagner sur des cartes gagnantes directement à la station. Là, le client il gagne des stylos, des bracelets ou des chargeurs ou des tasses ou une carte étoilée. Donc pour ce qui est de la carte étoilée, le client doit collectionner au minimum 3 cartes et après, ce qui lui permettra de gagner soit un smartphone, une tablette
ou une carte Liberta de 500 000. Certains clients doutaient de la fiabilité de la campagne. David a bénéficié d'une carte Liberta de 500 000 francs guinéens. Et c'est suite au chargement des véhicules que j'ai bénéficié d'une carte. Avec les différentes voitures que je carbure, souvent il y a une carte. Et chaque fois que j'ai recouvré, au début je ne croyais pas à la promo, mais je suis venu à la direction, on m'a rassuré, j'étais en attente, mais surtout la station Bessia, mais je remercie également tous les heureux gagnants. Ingénieur de génie rural, Mamadou Lali Diallo se servira de la tablette obtenue. Sa joie a pris le pas sur son vocabulaire. Sa langue réussit tout de même à prononcer quelques expressions. J'ai gagné une tablette et vraiment aujourd'hui je suis très content. Je suis très content à Vivo Énergie, à la station Shell aussi. Vraiment je suis très content, très content. Les 2 dernières remises seront programmées avant le 8 avril. Ces 20 clients interrogés ont promis de jouer crânement leur chance. Du football dans cette édition d'information, après l'élimination du deuxième représentant guinéen en Coupe de la CAF, l'AS Kaloum, battu 3-0 face à l'Etihad Tanger au Maroc. L'autre représentant guinéen, le Oria AC, était très attendu en Ligue des champions africaine. Le Oria AC bat l'Espérance de Tunis, mais ne verra pas les 8e de finale. Ces 2 clubs guinéens sont tous éliminés à partir des 16e de finale. Commentaire, Moussa Campos au Soma. Nous commençons par la Coupe de la Confédération africaine de football, appelée Coupe de la CAF. Le club marocain Etihad Tanger était dans une mauvaise position après sa défaite 1-0 face à l'AS Kaloum le week-end dernier à Conakry. Les Marocains ont renversé le score en leur faveur 3-0 à l'occasion des 16e de finale retour de la Coupe de la CAF chez eux au Maroc. Cette remontada qualifie Etihad Tanger en 8e de finale grâce à son buteur Ahmed Hamoudan, auteur d'un triplé. Le représentant guinéen en Coupe de la CAF, l'association sportive du Kaloum s'arrête donc à ce stade de la compétition, comme fit d'ailleurs les années antérieures. Le champion en titre, le Oria AC, recevait l'Espérance de Tunis au stade du 28 septembre de Conakry ce dimanche du 9 mars dans le cadre du match retour des 16e de finale retour de la Ligue des champions. Battu à l'aller sur un score de 3-1 à Tunis il y a de cela une semaine, les Roses et Blancs de Matam avaient un retard à refaire, marqué 2 buts sans encaisser pour espérer se qualifier au tour suivant. Conscient de l'enjeu du match, la bande de Victor Zunka démarre tambour battant avec un fort pressing face à une équipe venue sauver un acquis du match aller. À la 48e minute, Bassirou Ouedraogo permet à ses coéquipiers de rêver d'une qualification en ouvrant le score. Mais 4 minutes plus tard, les Tunisiens égalisent par l'intermédiaire d'Ebimbar qui score à la pause. Au retour des vestiaires, le Royal Athletic Club de Matam reprend le jeu à son compte et Manju Yakuba redonne espoir au club guinéen à la 65e minute. Mais plus rien ne changera dans le jeu. C'est donc sur ce score de 2-1 que le premier représentant guinéen, le Royal AC, sera aussi éliminé dans la campagne africaine, mais reversé en Coupe de la Confédération africaine de football. L'indice du football guinéen n'évoluera pas l'année prochaine. Du football, passons au cyclisme. La Fédération guinéenne du cyclisme s'active dans son secteur. Elle vient d'organiser une formation pour les entraîneurs de cette discipline en vue de les doter des techniques et enseignements capables de les aider dans l'exercice de leurs fonctions. Mamadou Sadio Bari, Abdoulaye Kamara vous en disent plus. Former les entraîneurs cyclistes pour avoir de bons athlètes capables de représenter la Guinée sur la scène internationale, c'est l'un des objectifs de la Fédération guinéenne du cyclisme. Vous savez que le monde évolue. Donc maintenant, là, pour être entraîneur ou être DTN, il faut avoir des diplômes. Durant cette semaine, ces entraîneurs des 4 régions naturelles recevront des enseignements liés à ces disciplines grâce à l'appui d'un expert formateur venu de la Suisse. On va travailler toute la semaine sur différents paramètres, sur le coaching, sur la nutrition, sur les prescriptions de sécurité ou même les tests antidopage qu'on est en train d'effectuer maintenant. Conscient du retard de la Guinée dans le cyclisme, le formateur a mis en avant les notions de base. Il doit apprendre tout plein de choses. Après, probablement, ils ne connaissent pas certaines bases. Et puis, bon, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a jamais appris quelque chose ou qui n'a pas appris les bases sur, par exemple, l'antidopage. Le cyclisme en Guinée, à l'instar des autres pays, a besoin d'un soutien de poids pour mieux avancer.
Voilà, et mes téléspectateurs, comme nous nous quittons au compte de cette édition d'information, en cadrage pour vous, Amara Alexis là était présent, à la régie Richard Lama, le tout sur la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. N'oubliez pas, l'info continue sur Espace TV Guinée.info. Merci de votre aimable attention, excellent sur le programme. À notre compagnie, regardons mieux.